en termes de sol, en termes de lutte, eh ben, il a dépassé Dustin. Donc, son sol, sa lutte ont marché et fonctionné sur un top 3 de l'UFC. Donc, Complètement. jusqu'à ce qu'il perde, il gagnait le combat, en fait. Ouais, c'est Ça n'a ça. pas été un, Ça, ça a pas c'est... été un combat à sens unique. Ça va ou quoi, Gabriel? Oh, qu'est-ce que tu manges là? Mais qu'est-ce que tu fais? Des granolas? Gabriel, t'auras jamais un corps d'athlète si tu manges ces merdes. Le secret de la masse, c'est ça. Des plats season, frais, différents, toutes les semaines, variés et surtout livrés à domicile. C'est fini la malbouffe. Tu seras enfin musclé. Il y en a pour tous les goûts. Des boulettes au poulet, aux légumes et au thym. Des filets de poulet, épices, légumes au quinoa. Des cuisses de poulet à la basquaise. Avec ça, c'est sûr, tu vas l'avoir ton corps d'athlète. En plus, on sait, tout le monde n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'on a concocté spécialement pour eux un petit code promo qui va s'afficher juste ici et dans la description qui vous offrira 30% sur votre première commande. Mathieu, on va Gabriel. faire un gros débrief du combat de Benoît. Le avant, le pendant, le après. On va revenir sur la totalité pour tout vous expliquer. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de questions de la part du public. Il y a beaucoup d'interrogations. Pourquoi Benoît a perdu? Est-ce que c'était une question de physique, de technique ou d'autres choses? On va tout vous décrypter maintenant. Let's go. Bon, déjà, Gabriel, c'est toi qui l'as vu en dernier. Moi, je l'avais vu en Bulgarie, il se sentait très très bien. Il était en pleine montée d'intensité. Et je sentais qu'il avait la forme qui revenait. Toi, tu l'as vu vraiment dans la dernière semaine du camp. Comment tu l'as senti, Benoît? Bah moi, écoute, je l'ai senti. Si je dois faire une comparaison avec le début de camp, justement, où j'étais là, moi, j'ai vu un Benoît transformé en soi, tu vois. Puis, même lui, justement, je me rappelle qu'en plein sparring, il en avait rigolé, il m'avait regardé et il m'avait Ah, je m'en dit, souviens. ouais, c'est pas le Benoît de début de camp, là, hein. Tu Parce qu'il était en l'avais train de dit, me tu mettre la l'avais dit. sauce, ouais. En train de me mettre la Et sauce, on là. se Ouais, souvient, c'est ouais. pas le Benoît du début du camp, hein. C'est pas la même chose. C'est ça. Bon cardio, beaucoup plus dur, à la différence justement du début de camp où bah voilà, il faut remettre la machine en route, il est un petit peu plus pâteau, etc. Tu vois. Vraiment, C'est non, je normal, l'ai t'as trouvé toujours vraiment une. en forme, quoi. Donc, il y avait quand même un gros questionnement, c'était notamment sur la santé de Benoît. On a vu qu'il avait un gros point qui était apparu au niveau du crâne. Toi, tu étais sur place au moment où ça s'est développé. C'était quoi ton ressenti sur ça? Bah, moi, première chose que je me suis dit en fait, c'était parce que c'était à la fin de l'entraînement, du premier gros entraînement où je crois qu'il avait pris un coude. Je crois qu'il avait une Ah, grosse c'était à ce bosse, tu point-là, vois. c'était vraiment gonflé. Hein. Ouais. Et Ouais. bah, le lendemain, du coup, je sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain. Enfin, je voyais que bah, il avait dû soit s'en occuper ou peut-être aller le faire chez le médecin ou j'en sais rien. Mais bah, ça faisait comme je dirais un bouton d'acné de normal, tu vois, donc un peu costaud, mais sans plus, on va dire. Ouais, au début, ce que j'ai vu sur les vidéos aussi, on aurait dit un bouton classique. Et en fait, au fur et à mesure, on voyait que le trou, en fait, bah, il grossissait, quoi. Le trou, il grossissait, la zone, elle devenait rouge et tout. C'était un petit peu particulier. Et en fait, je pense que c'était une bactérie. En fait, nous, on pensait vraiment que c'était quelque chose de bénin. Et ça s'est révélé être une sorte de bactérie, une sorte d'infection. Hein. Et c'est marrant qu'en Bulgarie, il n'ait pas chopé ça. Et c'est qu'au retour de Bayonne, que boum, là, il chope vraiment l'infection. Bah, Et, après, tu as le système immunitaire, voilà, il est vraiment en phase de fin de camp. Comme on en avait discuté, le système immunitaire, il est vraiment mis à rude épreuve, encore plus sur cette période-là. Donc, hop, vous avez vu, changement de décor. C'est miraculeux, c'est de la magie. Il y a pas mal de soucis qui s'accumulent entre le régime, l'entraînement, le coaching qui arrive, la surhydratation, la nourriture cétogène aussi. Il y a pas mal de changements. Et ça fait que le corps il est très très sensible, très sensible à tout ce qui est infection, maladie, bactéries, virus, enfin vraiment toutes les maladies communes. Tu deviens très très sensible. Et Benoît, il n'y a pas échappé. Ça peut arriver avant le combat, ça peut arriver après. Moi, ça m'est arrivé après mais ça peut t'arriver avant, et là, c'est vraiment le pire cas possible. Et c'était le cas pour Benoît, en fait. Hein. là, il y a un petit rappel à faire, c'est qu'on n'est pas en train de, comme j'ai pu le lire, chercher des excuses à Benoît. On est en train de donner du factuel sur l'explication de la forme de santé de Benoît. Il y a beaucoup de questions, justement, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé le Benoît de d'habitude dans la cage? On est en train de donner vraiment du factuel, et à aucun moment on cherche d'excuses ou quoi que ce soit que ce soit le combat en lui-même, la défaite et compagnie, hein. Je sais que ça fait un petit peu excuse, mais c'est surtout qu'en fait, ce sont des faits, mais des faits qui ne peuvent pas être énoncés avant le combat. Jamais on peut aller dire sur les réseaux, oui, Benoît est malade, Benoît est fatigué, Benoît, le coaching, ça se passe mal, Benoît, il est trop lourd. Jamais on peut aller dire ça sur les réseaux avant un combat, parce que c'est des choses que l'organisateur peut voir, que l'adversaire peut voir. Donc forcément, c'est des choses qui doivent rester secrètes. En fait, c'est des éléments qui sortent après le combat.
Donc c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas énoncer avant que le combat soit fait. Une fois que le combat est fait, là, ça sort petit à petit, mais c'est vrai que ça peut être perçu comme des excuses. Il y a beaucoup de gens qui, post-combat, en fait, vont chercher un peu à faire descendre un petit peu le fait qu'il ait perdu. Mais là, nous, on ne cherche pas à défendre Benoît, on va seulement dire les faits, uniquement les faits. Donc c'est vrai qu'il y avait cet aspect maladie qui était en place, surtout qu'il a dû prendre des antibiotiques. Antibiotiques, infection, c'est pas un truc qui fait bon ménage avec performance de haut niveau, surtout à ce niveau de performance où tu es vraiment avec l'élite de l'élite de l'élite. Dustin Poirier, c'est vraiment l'élite des combattants. Tu ne peux pas te permettre d'arriver avec déjà une balle dans le pied. Il était déjà arrivé avec une balle dans le pied. Ensuite, il y a un autre élément qui était non négligeable, c'était le poids. Parce que Benoît, il a quand même pas mal enchaîné les combats. Il faut savoir qu'après chaque cutting, après chaque grosse déshydratation, quand tu remontes en poids, tu reprends un petit peu de poids. Tu reprends un tout petit peu de poids, tu reprends du gras. Et on a senti que Benoît était très très lourd sur ce camp. Bah, je pense que tu as dû le sentir aussi. Il Ouais. était quand même vraiment bien lourd. Bah, il me semble qu'il devait être vers les 82, 81 kilos, je crois. Et avant de partir, il devait être à 81 ou 81, je crois, la semaine avant la pesée. Ouais, alors il était monté plus haut. Il me semble qu'il était monté au-dessus des. Je crois qu'il était monté à 84, hein, Au début 84 de ou camp, en début de 85. camp, ouais, je crois, il me Ouais, semble. ouais. Ouais. Il était monté à 84-85, la descente de poids s'est bien faite, mais c'est vrai que quand une fois proche du combat, il était encore un petit peu lourd. Et là, je crois qu'aujourd'hui, ça a été son plus gros cutting. C'était vraiment son plus gros cutting, et de loin. Il y a eu des gros soucis d'hydratation. On l'a vu, il me semble qu'il a dû perdre la veille, il a perdu énormément la veille, un peu à mon image. Moi, j'ai perdu sur mon combat, sur mon dernier combat, j'ai perdu 4 kilos la veille quasiment, c'était ça, hein. 4 kilos ou 3, Ouais, 3 ouais, kilos et c'était demi, ça. 3 kilos Ouais. et demi, 3 kilos et demi, 4 kilos. Et en fait, quand tu perds vraiment 3-4 kilos d'un coup, alors qu'en plus, moi, je suis plutôt lourd, hein. Je suis quand même un poids du corps qui se situe autour de 95 kilos de base. Benoît, ça se situe au-dessus de 85, donc c'est déjà 10 kilos de moins. Moi, j'ai perdu 4 kilos environ et j'étais déjà tout desséché. La veille, j'ai pas dormi, j'avais des palpitations. Le lendemain, tu te réveilles, tu te sens pas super bien et tout, tu sens que tu es desséché. Donc, imagine à son poids du corps, c'est encore plus en termes de pourcentage sur le poids du corps. Et il avait encore plus que moi à perdre. Donc, il avait ça, il a perdu ça, plus encore le lendemain. Question justement par rapport à ça. Donc, comme Benoît, il reste assez lourd pour la catégorie. Euh, À ton avis, c'est quoi les prochaines réflexions par rapport à ça? Bon, je pense qu'une montée de catégorie, c'est pas envisageable. Non. Euh, Est-ce que c'est, je vais pas dire de s'y prendre plus tôt, parce que c'est quand même fait, voilà, à chaque fois il arrive au poids, mais est-ce que ce serait pas d'essayer de remonter moins haut justement entre chaque combat? Bah, voilà. Pour moi, c'est ça, hein, la solution, tu l'as dite, hein, c'est juste de s'y prendre plus tôt, de remonter moins entre chaque combat, parce que c'est 85 kilos, c'est quand même 15 kilos d'écart, hein. On parle de 15 kilos d'écart, c'est énorme, 15 kilos à perdre en l'espace de. Souvent, ces combats, ils sont annoncés 2 mois et demi en avance. Ouais. Perdre quand même, on va dire, 15 kilos en 2 mois, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, surtout que Benoît, il est quand même bien sec. C'est pas un mec qui est plein de gras, donc c'est pas, c'est assez compliqué de tailler encore du gras dedans. Il y a forcément des régimes assez compliqués, donc c'est vrai que ce serait une bonne stratégie pour éviter de devoir faire des grosses déshydratations, juste de monter moins haut. Monter moins haut, s'y prendre un petit peu plus tôt. Et pas miser autant que ça sur le cutting, mais vraiment sur l'aspect régime. C'est important. Un peu comme Cédric l'a fait, comme Baki l'a fait. Voilà, on fait vraiment sur du long terme avec le côté nourriture, et après on va éliminer les tout derniers kilos avec un sauna ou un bain, mais ça reste vraiment Exactement. très léger, quoi. Exactement. En fait, tu avais. L'optique là-dedans, c'est de vraiment de rebondir en poids énormément. C'est-à-dire que tu vas combattre, tu te pèses 70 kilos et tu vas combattre, t'en fais 80. Le problème, c'est que là, Benoît, il est vraiment, encore une fois, il est remonté très très lourd, donc la remontée s'est bien faite. Le problème, c'est que quand tu remontes beaucoup, 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 quand tu gagnes plus de 10 kilos en flotte et tout ça, parfois, c'est pas absorbé, hein. C'est pas absorbé forcément. Si tu as fait un trop gros cutting, ton corps il va galérer à se réhydrater en 24 heures, ce sera pas possible, tout simplement. Tu vas avoir des performances qui sont amoindries. Là, on voit Benoît, il a fait un bon rebond, mais je sais pas si tu as remarqué, mais dans la cage, moi, je l'ai pas trouvé du tout aussi sec que d'habitude. Il avait un aspect lisse, un aspect un petit peu gonflé. Bah, il est arrivé, on sentait qu'il était, enfin, on avait l'impression qu'il était moins gainé, si tu veux, moins dur, Exactement. voilà. Exactement. Que ce soit dans l'attitude, où tu le voyais qu'il n'était pas aussi vif que d'habitude, que ce soit à la conférence, que ce soit à la pesée, que ce soit à l'entrée. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris, hein, qui m'ont envoyé. J'ai pas reconnu Benoît à l'entrée. Ils ont dit, dès l'entrée, ils ont vu qu'il y avait un truc qui clochait. Moi, j'étais avec des amis aussi sur place et des gens qui sont très proches de Benoît. Et ils ont fait, mais il y a un souci, quoi. Il y a un problème. Et on a vu les premières patates, on a fait, oula, c'est quoi ce bordel? Alors, Qu'est-ce juste qui pour se la passe? petite touche humour, moi non plus, je l'ai pas reconnu parce qu'il n'était pas en short de compression Lycra, comme à son habitude. Ah ouais, moi aussi, ça m'a choqué, hein. En Ça tant m'a que choqué, hein. porteur de short de compression Lycra, je me suis dit,
Non, il est où? Il est où le truc? Ouais, tu fais partie de cette espèce-là aussi, toi. Ouais, Les shorts cyclistes en MMA. voilà. Non, mais ça m'a surpris aussi le short. Le coup du short m'a surpris. C'est vrai que ça n'a pas dû aider non plus parce que ça faisait les cuisses qui étaient plus fines. Tu vois, ça fait tout de suite une silhouette moins balèze, tu vois. Donc je te rejoins sur ça. Mais en tout cas, il avait bien rebondi en poids. Mais c'est là qu'on voit que le poids, ça fait pas tout parce qu'il avait bien rebondi en poids. Mais tu as beau avoir de la force. Mais si jamais tu n'as pas réussi à bien récupérer, en fait, tu n'auras pas ni la vitesse, ni la puissance, ni l'endurance pour tenir dans les rounds. Tu seras lourd, tu seras plus fort que ton adversaire. Mais si ton adversaire il est plus vite, il se déplace plus vite, il est plus rapide, il tape plus vite, il a plus de puissance et qu'il a plus d'endurance, ça fait quand même beaucoup d'éléments contre toi, hein. Et là, on commence à arriver dans comment dire, une optique de combat qui est un peu bizarre parce que Benoît il arrive avec une balle dans le pied vu qu'il est malade et sous antibiotiques et une deuxième balle dans le pied avec une réhydratation et un cutting qui est mal géré. Donc là, c'est compliqué. Pour taper le ultra haut niveau, en fait, le ultra haut niveau, ils sont vraiment encadrés en termes de cutting à la perfection, en termes de nutrition à la perfection. Tu as vraiment une descente de poids qui est contrôlée à fond. Peut-être que c'est plus intéressant pour Benoît de plus structurer ces parties-là pour éviter justement de se faire surprendre. Et on voit, il y a d'autres athlètes ultra haut niveau qui l'ont fait aussi cette erreur, hein. Khabib, qui a fait une défaillance. C'était le foie ou le rein qui avait lâché? Je ne sais plus. Au niveau rénal, je crois, Je crois que il me c'était semble. rénal et il a fait une Ouais. défense rénale. Donc Benoît, il n'a pas eu ce malheur non plus. Mais il a quand même été impacté au point de saloper son combat, en tout cas de saloper plusieurs rounds de son combat. Parce qu'en fait, Benoît, du coup, il avait l'énergie que pour un round sur le papier. En tout cas, pour le coup, par contre, le premier round, il était nickel. En termes de stratégie, c'était parfait. Voilà, là on Il est arrive dans arrivé. donc Ouais, le débrief justement du combat. Et bah, comme tu as dit, la stratégie, elle a très bien fonctionné sur le premier round. vraiment nickel. La stratégie, elle était simple, en fait. C'était triple C. Si, c'était cogner, clincher et coller. En fait, juste cogner de loin. Dès que tu sentais que ça te rapprochait un peu trop, tu collais ou tu clinchais. Tu collais en lutte ou tu clinchais. Puisqu'en fait, Dustin, c'est le genre de personnage où tu peux pas rester dans la mi-distance. La mi-distance, la distance de bagarre, elle est horrible. Avec Dustin, il est très très fort à ça. Il est très très fort à ça. Benoît l'a plutôt bien fait au début. Il alternait bien entre frapper et dès qu'il sentait que c'était un petit peu trop une zone de danger, il venait Rentrer en clincher. lutte, ouais. Voilà, il rentrait en lutte, il clinchait, il venait il venait couper la distance, casser la distance. Ça marchait très très bien. On a vu que le clinch sur Dustin, ça l'a complètement bloqué, hein. Sur les phases Ouais. de clinch, il ne faisait rien du tout. Sur les phases de lutte, il avait beaucoup de mal. Et surtout qu'il a fait pas mal d'erreurs aussi à faire avec ses guillotines sautées là. Ah, ça m'a énervé. Bah, si tu veux, pour moi, et voilà, il a senti l'opportunité. Et en soi, c'était pas des tentatives, on va dire, ni Ouais, désespérées, ni ouais, mauvaises, complètement hors de contexte. À chaque fois, il se retrouve quand même dans une bonne posture, bien positionné. La toute première qu'il a fait, justement, quand il a sauté et que Benoît, bah, c'est début de round, t'as pas encore la transpi, t'es tout sec, ouais. etc. Là, c'est vraiment à ce moment-là où ça peut passer. Et je me suis dit, waouh, c'est tendu. Tu vois, l'espace de 2-3 secondes, j'ai retenu mon Ah, je te souffle, rejoins hein. complètement, hein. À chaque fois qu'il sautait avec sa guillotine, on voyait qu'elle était bien engagée. À chaque fois, on avait des petits frissons, hein, qui arrivaient. Parce que c'est vrai qu'il est précis dessus, hein. Ok, elle passe pas tout le temps, mais c'est vrai qu'elle est précise. On voit qu'à chaque fois, les positions sont bonnes. Et même une fois où Benoît a carrément dû switcher, se mettre sur le dos, ensuite remonter, un peu à l'image du combat contre Khabib, on sentait qu'elle était bien engagée. Donc franchement, il était précis sur ça, mais ça lui fait perdre beaucoup de positions, hein, Dustin, hein. Exactement. Bah, dès que Benoît justement arrive à s'en sortir, perte de position, c'est Benoît qui se retrouve au-dessus. Benoît, son jeu au sol, c'est d'être justement au-dessus. Et il a beaucoup travaillé. On a vu les prises de dos. Ça a été, je crois, transitoire aussi en montée. Mais il y a eu vraiment voilà, un très gros travail sur le dos. Bah, il a essayé de l'étrangler. Tentative d'étranglement Plusieurs arrière. fois, hein. Ouais. Plusieurs fois. Et Après, là, je bonne pense que défense justement de Dustin, parce que Dustin, quand ouais. il se fait prendre le dos, et il n'a pas forcément une tendance à... Je veux dire, il laisse la soumission s'installer, où il n'y a pas vraiment de très gros travail défensif dessus, tu vois. Il panique pas, en fait. Tout simplement, il panique pas, hein. Il reste vraiment très calme sur ça. Après, le principal défaut de Benoît sur ces positions-là, c'était vraiment, par contre, je pense, de ne pas mettre assez de frappe. Je pense qu'il était trop concentré sur le mode JB, tu vois, vraiment chercher la soumission sans mettre de dégâts d'abord. Et on voit que c'est dur, hein. On voit que c'est dur. Khabib, quand il avait combattu, je prends souvent l'exemple de Khabib parce que c'est un bon exemple en termes de stratégie. Il a une très bonne stratégie sur les gens qui défendent bien les soumissions. C'est qu'en fait, il vient taper dessus, tout simplement. Il tape sur les gens. À partir Pour d'un moment, créer les gens l'ouverture. s'ouvrent. Et exactement. L'ouverture se fait toute seule. C'est vraiment un très très bon modèle. Benoît l'a fait très bien sur beaucoup de combats. Et sur ce combat-là, il a été un petit peu trop, je pense, focus sur le JB, sur le grappling. Il voulait vraiment saisir sans avoir de réel setup sur les frappes. C'était vraiment, j'ai attrapé,
je faisais un peu de hand-fight et je me disais, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Le problème, c'est que Dustin, bon, il a l'habitude, hein, il a l'habitude de ce genre de défense et forcément, bah, il est rodé. Il n'a pas paniqué, il est resté en mode position, il n'a pas laissé d'ouverture sur l'ensemble des phases de sol. Après, il y a eu un Sauf switch. une, Ouais. sauf une. T'allais le dire, je pense. Moi, j'allais dire le switch justement de toute fin de round. Bon, bah, il y Exactement. a il y a le clap justement pour annoncer les 10 dernières secondes. Je pense que Benoît il réalise que l'étranglement arrière ça va pas se faire et il va switcher sur un armbar. Et sur ce armbar, c'était bizarre parce que la façon dont il a fait l'extension du bras, d'un coup d'une traite, j'ai cru qu'il avait cassé le bras en fait. Et moi aussi, je me suis dit, putain, il a cassé son bras. Et je me suis dit, il a cassé son bras. Et en fait, je vois Dustin se relever, faire genre, ouais, comme ça, je fais, oh, il n'est pas cassé. Mais c'est vrai que l'angle était bizarre. J'ai cru qu'il avait réussi à bien l'avoir et à réussir à tordre suffisamment pour le casser. Mais là, c'était vraiment surprenant. C'était surprenant parce que je pense que du direct, dès que tu rentres dans ces positions un petit peu atypiques, que Dustin n'a pas l'occasion certainement de dribbler beaucoup, en fait, il était vraiment pas loin du succès, là, Benoît, hein. Je pense qu'il est vraiment pas passé loin, cette soumission. Alors après, ensuite, donc, bah, l'interround, justement, il faut qu'on en parle de l'interround parce qu'il y a donc Daniel qui monte dans la cage pour donner les consignes à Benoît. Bah, en fait, il a donné une consigne qui est très, très précise, qui est très, très pertinente, c'est pas de bagarre. Puisqu'on voit qu'il y a quand même certaines phases dans le premier round que Benoît a faites où il rentrait un petit peu trop. En fait, il voulait vraiment faire de la lutte. Mais avant de faire de la lutte, il rentrait trop en mode bagarre, il restait trop collé. Il avait laissé la stratégie des clinches qui marchait bien, la lutte ça marchait bien, mais entre deux, parfois, quand il était en mode boxe anglaise, il était vraiment trop en mode bagarre, avec le menton levé, les bras ouverts, et Daniel a voulu le recadrer sur ça. Le problème, c'est qu'il a essayé de le recadrer. Je pense que Benoît a manqué de lucidité sur le dû à la fatigue, et il est directement rentré dans le deuxième round, dans l'inverse opposé de ce qu'avait demandé Daniel, c'est-à-dire pas de bagarre. Il est rentré directement en mode giga bagarre. Il lui a dit prends ton temps, voilà c'est ça, prends ton temps, pas de bagarre. Après, on a vu que c'était quand même quelque chose de récurrent justement, cette consigne de Ouais. Daniel, pas de bagarre, mais là aussi, par rapport à Benoît, c'est que c'est ce qui fait entre guillemets son charme Son dans le style, combat, c'est son bien style. sûr. On aime ses performances, on aime le voir dans la cage justement par rapport à son côté bagarre, à son côté en fait je ne connais qu'une seule vitesse, c'est la marche avant, tu vois. Il n'y a pas de marche arrière. Mais sur certains profils, bah, comme Dustin Poirier, c'est là où justement c'est complexe. C'est complexe parce qu'il va falloir de temps en temps mettre la marche arrière, temporiser justement, ne pas tout le temps faire bagarre, 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 parce que bah, ça Mhm. peut partir dans le sens, quoi. Je suis pas forcément d'accord sur le fait de reculer face à Dustin Poirier. Je pense justement que c'est le genre de combattant qui déteste avoir la pression. Par contre, il excelle dès que la pression s'inverse. Non, Donc, reculer dans le sens quand il y a des gros échanges vraiment, tu vois, de bagarre, genre temporiser en fait quand on est touché, ok. temporiser un chouïa et pas avoir deux fils qui se déconnectent et tu vois ce que je veux Ah dire? bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr à 100%. Le mieux c'est vraiment sur ce genre de profil de mettre la pression en permanence et de pas se faire toucher, en fait, de pas lui laisser l'opportunité de se faire toucher en restant le minimum dans les zones rouges. Et la zone rouge, là, c'était vraiment la zone de mi-distance. Et en fait, dans le deuxième round, Benoît, il a un petit peu oublié cette consigne de ne pas être dans la mi-distance. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mi-distance. Le problème, c'est qu'il n'était pas frais. Il était plus frais physiquement, alors que Dustin, un habitué des 5 rounds, beaucoup d'expérience sur ce format. Pareil, sur le cutting, il a ajusté. Il ne cut pas énormément. Donc lui, il était parfait. Il était parfait. C'était exactement le scénario optimal pour Dustin en termes de combat. Et c'est ce que Benoît a fait. Benoît est tombé en plein dedans. Donc malheureusement, il s'est fait toucher assez rapidement, hein. Il s'est fait toucher assez rapidement. On voyait que l'impact des coups n'était pas les mêmes. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Dustin touchait Benoît, c'était une grosse secousse, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Alors, donc à l'entame du deuxième round, pour moi, si tu veux, Benoît avait vraiment lâché, cramé toute son énergie. Et alors, c'était un round, quand même, un premier round vraiment très intense. Tu vois, il y a eu, Ouais, euh, extrêmement intense. comment ça s'appelle ah oui, un gros rythme, voilà, un très gros rythme, gros volume, que ce soit sol, frappe, etc. Et lui, Dustin, j'ai l'impression que ce round, lui, il l'a mis en température. Tu vois. C'est ok, maintenant je suis bien, je suis dans le combat, je suis là. À l'inverse de Benoît, justement, qui semblait bah, cramer du coup. C'est ça. C'est deux stratégies différentes, hein. Dustin, il fait souvent ça, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas souvent par KO au premier round, ou sinon en fin de round, en fin de premier round, parce qu'en fait, il aime bien prendre son temps. Il aime bien un peu jauger, comme tu dis, il aime bien sortir la température, il aime bien mettre la pression tranquillement, voir que l'adversaire descend en rythme, et là, lui, il accélère. Et en fait, c'est deux stratégies qui étaient complètement opposées. Tu avais Benoît qui disait, OK, je suis pas en forme, je suis pas au top de la forme, j'ai 5 rounds à faire, je pourrais pas les faire, il faut que je finisse vite dans le premier et dans le deuxième. Et de l'autre côté, tu avais Dustin qui disait, ok, le mec est dur, au premier ça va être dur, et après plus ça va aller dans le temps, plus ça va être facile. Donc c'était vraiment complètement opposé. Et on voit du coup que Benoît, en fait, il a loupé la fenêtre
la grosse fenêtre, en fait, le gros moment où c'était possible de finir, je pense que c'était vraiment en premier. Une fois dans le deuxième, on se sentait déjà que l'impact des coups n'était pas énorme en premier. Dans le deuxième, tu sentais que c'était pas du tout assez pour mettre en danger Dustin. Même lui l'a dit d'ailleurs plus tard. Et justement, Dustin a capitalisé. Donc il y a une rentrée de Benoît où il s'est fait cueillir par un uppercut gauche. C'est là où, pour moi, c'était le début de la fin, quoi, parce qu'après, il l'a connecté justement à plusieurs reprises. Benoît a tenté de lutter. Il y a eu à nouveau justement une tentative de guillotine de Dustin. Et là, cette fois-ci, donc en high elbow, là, qui était à nouveau quand même tendu, quoi, on Bien va engagé. dire, bien engagé. Donc Benoît ressort, et c'est là après où justement il se fait à nouveau connecter, genou à terre, il se relève, ça tourne, Benoît dos à la cage, et dans l'échange justement de boxe, il y a le crochet qui vient, et en fait, je pense que Benoît n'a pas vu du tout le crochet, parce qu'il était fixé justement sur Dustin, et il est venu sur un angle où... Il y avait, en fait, Benoît, il a un petit peu, j'ai un petit peu ce défaut là aussi, c'est dès qu'on est touché, on rentre un petit peu en mode bagarre, tu vois. Et quand tu es dans ce mode bagarre, c'est un peu en mode, j'envoie des grosses patates et je prie pour que ça touche. Et Benoît, je pense qu'il est rentré un petit peu dans ce mode une fois qu'il a été touché. Il a tenté la lutte, il a vu que Dustin était vite monté, il a vu qu'il n'y avait plus de cardio, il s'est dit, bon, bah, on va taper. Il sent qu'il se fait toucher, il dit, bon, bah, j'envoie des parpaings et on va voir si ça touche. Le problème, c'est que c'est exactement le genre de scénario que voulait Dustin. Dustin, il excelle vraiment à ça. Il a senti, il a vu les ouvertures et directement, il a touché en coup critique, boum, mâchoire, à chaque fois. On voit que c'était des coups qui étaient très précis, il a vraiment touché la pointe du menton. La pointe du menton, t'as beau avoir le mental que tu veux, le physique que tu veux, ça pardonne jamais. Ça pardonne pas. On l'a vu avec Ngannou, ça pardonne pas du tout. Si ça touche, ça tombe. Ça touche, ça déconnecte. Quasiment à coup sûr. Un coup dans le menton, c'est une fois bien placé, ça fait très très mal, ça vous sonne direct. La dernière grosse frappe de Dustin, nécessaire ou pas? Le problème, c'est que qui c'est qui avait dit ça? En fait, les combattants, c'est un peu friand parce que parfois, tu as des mecs qui tombent tout raides et d'un coup, bim, ils se relèvent un petit peu en mode Undertaker, tu sais. Ouais, Ils se lèvent d'un coup comme ça tout droit et ils vont revenir sur toi. On a vu, comment il s'appelle, Pat Berry contre Cheikh Congo. Cheikh c'est vrai. Congo qui se fait sonner, qui a l'impression d'être complètement out, complètement out. Pat Berry qui continue à lui mettre des marmules, à le taper, à le taper, à le taper. Cheikh, il se relève, il lui met un crochet, il le termine. En fait, les combattants, tant qu'ils sont pas par terre endormis, en réalité, le combat, il n'est pas terminé, hein. Le combat, il n'est pas terminé, il peut toujours y avoir un rebondissement. Peut-être que ça aurait pu arriver, on ne sait pas, mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé en tout cas. Donc, moi, je pense pas que c'était une frappe qui était de trop. Et c'est resté vraiment, pour moi, c'était. Benoît aurait fait la même chose, quoi. Tu vois, Benoît a fait la même chose sur Frévola. Donc, bon, pour moi, c'est une frappe qui est normale. Que je vois pas, je la sens pas trop de trop. Et donc sur cet après-combat, sur le post-fight, les conférences, les annonces qui ont été faites, donc que ce soit de la part de Dana White, de Dustin lui-même. Alors déjà à souligner, donc ils ont remporté le Fight of the Night. Ça a été Très bien. un round et demi, mais ça a été un round et demi de guerre absolue et du coup $50 000 dans la poche en plus pour chacun. Bah, les gens aiment toujours, hein. Les gens aiment la violence, les gens aiment les finishes. Malheureusement, cette soirée-là, le finish n'était pas pour Benoît, mais bon, c'était un combat qui était très violent. Les gens adorent ça, donc forcément, le bonus qui tombe dans les poches. Dustin a bien complimenté Benoît aussi. Il a dit qu'il avait fait un très bon combat, qu'il avait bien malmené au premier round, mais il a quand même noté qu'il y avait un souci avec la force de frappe. Il avait dit qu'il pensait qu'il frappait beaucoup plus fort. Encore une fois, ça on peut l'attribuer certainement et certainement à la maladie. Mais on sentait vraiment qu'il y avait une différence de patate, hein, quand même, hein. Quand tu comparais je me souviens, tout au début du round, du premier round, tu avais Benoît, il met 2 low kicks. Tu as l'impression qu'ils font aucun dégât. Dustin en met un et tu vois Benoît qui se plie complètement sur le low kick. Là, je Ouais. fais, ah ouais, différence de force de malade. Et on sentait que c'était choquant. On sentait qu'en termes de patates, c'était pas la même. Et Dustin s'en est rendu compte et il a même notifié en interview, quoi. Il y a eu des questions justement aussi par rapport à ce combat-là pour Dana White. Et Dana White, du coup, a encensé Benoît. Il disait que cette défaite n'entachait en rien justement son image, que c'est... comment c'est stonks, tu vois, enfin, rien à baisser en fait, rien à baisser. Tellement stonks même qu'il est monté dans le classement. Il a gagné une place, il me semble, une place ou deux. Il Exactement. a gagné une place. Ouais, il est passé de J'étais super 12e à surpris. 11e, ouais. J'étais super surpris, mais c'est une bonne nouvelle, hein. C'est vrai que affronter un top 3 quand tu es, toi, derrière le top 10, bah, c'est potentiellement une montée en classement. Et là, c'est le cas pour Benoît. Donc, agréablement surpris. C'est une maigre consolation, mais c'est une consolation quand même. Fight of the Night, montée en classement. Voilà, ça aurait pu être pire comme défaite, je pense. Surtout que c'était la première fois que Benoît goûtait vraiment à l'ultra élite, le top 5, le vrai top 5, le vrai de vrai, même le top 3. Donc, c'est bien d'avoir un premier avant-goût, de sentir
quels sont les points améliorés, quels sont les points qui ont été vraiment handicapants sur ce combat et les travailler. Hein. Parce qu'on voit que techniquement, il n'avait pas du tout à rougir, Benoît. Sur le premier, je pense C'est qu'il ça. avait. Malgré la défaite, en fait, déjà, pour moi, je pense que je lui attribue le premier round Ouais, sur la largement. scorecard. Premier round, bah Voilà. oui, En termes de sol, en termes de lutte, eh ben, il a dépassé Dustin. Donc, son sol, sa lutte ont marché et fonctionné sur un top 3 de l'UFC. Donc, complètement. jusqu'à ce qu'il perde, il gagnait le combat, en fait. Ouais, c'est Ça n'a pas été un combat à sens unique. Ça, c'est vraiment un truc qui est très frustrant. C'est j'ai gagné le combat jusqu'à ce que je perde. Ouais. C'est ultra frustrant. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'aspects du jeu de Benoît qui marchaient bien. La lutte, le sol, le clinch aussi. Le clinch marchait très bien. L'anglaise marchait, mais on voyait que Dustin était quand même beaucoup plus précis et beaucoup plus dangereux sur ces phases-là. Il était beaucoup plus expérimenté dans ce domaine-là. Mais par contre, il y a vraiment un domaine. C'est dommage, en fait, c'est vraiment le truc qui a un petit peu aussi certainement bien handicapé Benoît, c'est le fait que ce soit un gaucher-gaucher. Benoît, il a vraiment beaucoup travaillé cet aspect gaucher-droitier, vu que la plupart des adversaires qu'il a affrontés jusque-là étaient droitiers. Et c'est vrai que tu vois qu'en fait, il n'a pas encore ajusté son anglaise de manière à mettre la pression correctement sur un gaucher sans prendre de risques. Ouais. D'habitude, on le voit, quand il met sa pression, il met des kicks, il met des middle, il y a Des low gros kick, high middle, kick. ouais. Voilà, mais ça, en fait, tu gardes la distance. Tu as toujours une certaine distance. Si jamais tu gères bien, tu n'es pas trop en distance de frappe, tu prends peu de coups. En revanche, quand tu es en droitier ou gaucher-gaucher, que tu mets de l'anglaise, là, tu rentres dans des distances qui sont beaucoup plus proches du combat, hein, beaucoup plus proches des zones rouges, en fait, des zones dangereuses. On voit que Benoît, il a encore un peu de travail à faire sur ça. Certainement travailler plus fréquemment avec des gauchers en anglaise. Et la suite pour Benoît, maintenant. Repos, déjà, hein, C'est ça. ça sûr à 100%. Je pense à un repos bien mérité. Il a quand même enchaîné beaucoup de fois les combats avec une belle cerise sur le gâteau avec un combat contre un adversaire du top 3 qui est qui fait vraiment partie de l'ultra élite. Donc là, je pense qu'il a un repos qui est bien mérité. Mais suite à ça, on peut se questionner sur son prochain adversaire. Hein. T'en penses quoi, toi, Gabriel? Alors, déjà, est-ce que on le verrait... Première question, est-ce qu'on le verrait affronter quelqu'un de moins bien classé que lui? Parce que là, il y a eu un match-up, enfin, il y a eu des idées de match-up qui sont sorties, notamment face à Paddy Pimblett. Ah Moi, je vois ouais. absolument aucun intérêt. Donc, Pimblett, qui n'est pas classé dans le top 15, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais ce Euh, serait bien quand même. Ce serait un bon combat quand même, je pense. C'est un bon combat pour rebondir avec Benoît. Prospect contre prospect, ça peut être intéressant. On est vraiment sur quand même 2 levels de prospect. Tu vois, par exemple, la performance que Paddy Pimblett a offert contre Tony Ferguson. Un Tony Ferguson, voilà, on sait maintenant c'est pas le Tony Ferguson d'il y a Non, 7-8 ans. pas du tout. Et là, on voit justement la performance que Benoît a offert contre Dustin. Alors oui, après, un combat reste un combat, tout peut arriver. Mais là, comme ça, quand tu vois justement les dernières sorties des protagonistes, c'est pas un combat... Ouais, c'est-à-dire qu'en termes de classement, c'est pas du tout un combat qui est intéressant pour Benoît. Maintenant, en termes de hype, ça peut être intéressant, parce que Paddy Pimblett, il a hypé. Enfin, il a encore une hype train qui est derrière lui, qui est un Oui, petit peu, qui a on un peut petit peu voir été entaché. justement soit un co-main, soit un main event, genre, je sais pas, un UFC à Liverpool ou... Ouais, je le verrais bien peut-être en main event. Je sais pas si ce serait assez gros pour un main event, Ouais. pour vendre assez, sauf si c'est en Angleterre, comme tu dis. Mais en tout cas, pour la hype et pour le freak show, entre guillemets, c'est un combat intéressant. Maintenant, en termes de classement pur, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je verrais très bien Benoît contre Dos Anjos. Oui, ouais. Ce serait un combat qui ferait sens. Donc Dos Anjos qui, sur cette même nuit justement, a perdu contre Mateusz Gamrot. Gamrot maintenant, alors avant il y avait des pourparlers potentiels justement avec pourquoi pas Gamrot, mais là Gamrot il a fait un gros step du coup. Je pense qu'il se rapproche plus du title contention, on va dire. Et il y avait qui d'autre? Il y avait Fiziev. Fiziev, on ne sait pas son état de santé en fait. On ne Ouais, sait pas on où sait est-ce pas qu'il en comment c'est est. Il n'y a évolué. pas de, date de retour de prévu. Il Après y a aussi, Hooker. il y a Hooker, ça pourrait être Hooker, il n'est intéressant. pas matché, c'est ça. Hooker, il n'est pas matché. Hooker, il est à Et ça deux pourrait être intéressant. places. Ouais, il est à 2 places devant Benoît. Je crois qu'il est 9e à l'heure actuelle. Mais comme tu dis, en fait, Dos Anjos, ça serait un bon combat. Et puis même stylistiquement, tu vois, c'est pareil. Il y a des échanges en striking. Dos Anjos, il a une grosse lutte. Il a aussi un très gros sol. Il est toujours engagé sur ses combats. Il n'est pas vraiment sur le reculoir. Donc ça pourrait être un match-up vraiment intéressant. C'est le combat que j'aimerais bien voir. Et surtout, il a réussi à bien endommager Gamrot sur son combat, hein, sur son premier round. Il a fait un très très bon premier round. Certes, il a fatigué avec le deuxième et le troisième, mais bon, il commence à prendre de l'âge, le monsieur. Hein. C'est vrai, Mais bientôt 40 ans, ouais. c'est un bon combat c'est un bon combat pour Benoît. Dan Hooker, c'est potentiellement un bon combat aussi, puisque il rentre un petit peu dans le même scénario que Benoît, c'est-à-dire il avait combattu contre Dustin et il est perdu, suite à une guerre aussi.
Donc, il avait aussi mis en danger Dustin sur un round. Donc, ça pourrait être un combat intéressant. Il y aurait du challenge, puisque Benoît, ça reste un prospect toujours intéressant malgré sa défaite contre Dustin. Et Dan Hooker, c'est toujours un mec de l'élite, un peu un gatekeeper, un top 10, quoi. Donc, Ouais. ça peut être un combat intéressant aussi. Dos Anjos, Dan Hooker, potentiellement Fiziev. Et alors, il y avait eu aussi un petit moment des propositions dans le sens avec Jailin Turner, mais là, Jailin, donc, il est matché contre Renato Moicano pour l'UFC 300. Oliveira, donc, il est matché avec Tsarukyan. Et trop encore. Là, comme Benoît, il a perdu, je pense qu'il peut pas encore tout de suite retaper un mec aussi de ce calibre. Chandler, il court toujours après McGregor. Il fait que ça. Donc voilà, qu'est-ce qui resterait d'autre à part Dos Anjos à l'heure actuelle? Ça nous laisse peu de choix. Hein. Ça nous laisse peu de choix. Donc, moi, je verrais bien, je te dis, Dan Hooker, Dos Anjos et une toute petite probabilité pour Fiziev. C'est comme ça que je vois la chose. Mais écoutez, dites-nous justement en commentaire si y a un adversaire potentiel pour Benoît qui vous ferait avoir des étincelles dans les yeux, un match-up qui vous ferait bien kiffer. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine news. Mathieu. Je vous promets, c'est terminé bientôt, cette caméra nulle, cette lumière nulle, ce micro nul. Je rentre bientôt à la maison, on aura du matériel de qualité, c'est fini les interviews avec la voix qui résonne, ce sera bientôt très très propre. En attendant, on vous salue tous et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Os.